Il ressassait parfois ses énigmes quand ils étaient étendus dans son lit après l'extinction des feux et qu'il n'arrivait pas à dormir parce que dans l'immense dortoir, quelqu'un ne cessait de tousser, salué par le chœur des compatissants qui entonnaient le De profundis. Mais il finissait quand même par s'endormir. Et au réveil, il n'y pensait plus. Le petit déjeuner avalé, au réfectoire, il se dirigeait vers la salle de classe indiquée dans l'emploi du temps. Il fallait attendre que tous les externes arrivent, cartable au dos. Denis était toujours l'un des premiers. Et on entrait en classe, en rang ou en essaim, selon les professeurs. Sciences naturelles, histoire, mathématiques. Un autre monde s'ouvrait et Mehdi y pénétrait de toute son âme. Là, il n'avait plus aucun souci. N'était qu'une paire de yeux, grands ouverts, par lesquels s'engouffraient merveilles et mystères. Et tant de noms magiques qui l'enchantaient. Tegucigalpa, Hypoténuse, lymphocyte, Vercingétorix. Tant de mots dont il fallait deviner le sens, de proverbes qui lui fournissaient toute la sagesse des nations. Il aimait de plus en plus les mathématiques. Tous ces diagrammes, ces intersections, ces réunions, ces chiffres sans ambiguïté, ces figures parfaitement dessinées, idéales. Il ne se lassait pas de les regarder. C'est un autre monde que la Russie ou la Provence, plus sec, plus reposant, mais où l'on pouvait se perdre aussi délicieusement que dans la taïga ou la garrigue. Quant au théâtre, il se demandait maintenant comment il avait pu vivre autrefois sans connaître ces instants enchantés de demi-sommeil où l'on dépouillait son enveloppe mortelle et où les mots prenaient leur envol comme des oiseaux s'échappant d'une cage ouverte sur la terrasse d'une maison. Après quelques séances consacrées à des exercices physiques, des essais de diction, des petits jeux, Sabine était passée aux choses sérieuses. Chacun a dû apprendre des répliques du Cid et les réciter en cherchant les gestes qui convenaient au texte. Sabine n'hésitait pas à les interrompre pour les faire répéter en montrant la bonne posture. Mehdi passa une semaine à mémoriser une tirade difficile qui fit grand effet sur lui. Il n'est pas temps encore de chercher le trépas. Ton prince et ton pays ont besoin de ton bras. La flotte qu'on craignait dans ce grand fleuve entré croit surprendre la ville et piller la contrée. Les morts vont descendre et le flux et la nuit, dans 1 heure à nos murs, les amènent sans bruit. La cour est en désordre et le peuple en alarme. On n'entend que des cris, on ne voit que des larmes. Le jour venu, il se campa sur l'estrade et oublia tout. Il ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Ses petits camarades assis à ses pieds le regardaient les yeux grands ouverts. Marie-Pierre avait récité avant lui quelques répliques de Chimène. Dis-moi donc, je te prie, une seconde fois, ce qui te fait juger qu'il approuve mon choix. Elle l'avait fait en ânonnant, reprise patiemment par Sabine, qui lui demandait de mettre le ton. Denis Berger
avait débité d'une voix claire les fiers éclats du « à moi, comte » 2 mots. Sabine, lui donnant la réplique, rectifia doucement les erreurs de prononciation ou de rythme. Et voilà que c'était le tour de Mehdi. La honte, la chouma, le submergea. Il ne voyait plus rien. Il se désagrégea. Il mourut. Et ce fut précisément à ce moment-là que sa voix, était-ce bien la sienne, s'éleva sans difficulté et prononça, l'un après l'autre, les mots qu'il voyait clairement se détacher dans l'air en face de lui. Sauf que il était en même temps ailleurs et se regardait déclamer. Quand il arriva à « on ne voit que des larmes », il revint à lui, émerveillé par ce qui venait de se passer. Un démon s'était-il emparé de lui? Pourtant, il ne croyait pas au djinn qu'évoquait parfois sa mère, mais qu'on ne trouve ni dans Jules Verne, ni chez la comtesse. Et entre sa mère et la comtesse, Sabine Armand ne l'avait pas interrompu une seule fois. Elle applaudit de bon cœur et s'exclama: « Mais c'est très bien, tu dois encore travailler la gestuelle et apprendre à mieux respirer. Mais tu as du talent, c'est indéniable. » Du talent? Mais ce n'était pas lui, c'était l'autre, le démon. Lui, tel qu'il était là, debout devant cette jeune femme qui le complimentait, le rouge aux joues, il n'était qu'un imposteur. Il se mordit la langue jusqu'au sang. Tout de même, mystificateur ou non, il avait une question à poser. Il leva un doigt hésitant. « Oui, Mehdi, tu veux demander quelque chose ? » « Madame, c'est qui les morts ? » ?»« Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? » Il répéta platement les 2 vers sans mettre le ton. « Les morts vont descendre et le flux et la nuit. Dans 1 heure, à nos murs, les amènent sans bruit. » Et alors ? C'est qui les morts ? Sabine parut déconcertée par la question. Elle se mit à tapoter sa lèvre inférieure avec son index dressé en fronçant légèrement les sourcils. Bon, voyons voir si mes souvenirs sont bons. Les morts, à l'époque du Cid, c'étaient les Arabes, les musulmans, qui occupaient alors l'Espagne. Denis, assis à leurs pieds, murmura: « Cette histoire, ça se passe en Espagne ? » ?»« Mais oui, petit nigaud endormi. C'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière, quand je vous ai distribué vos textes. Tu n'écoutais pas ? » Marie-Pierre se mêla à la discussion. « Donc, les morts, c'étaient les musulmans qui occupaient l'Espagne. C'est marrant, mort, c'est comme Maroc. » Denis l'interrompit sur un ton plaisant. « Ce n'est pas le Maroc, c'est le Moroc. » Tout le monde éclata de rire, sauf Mehdi, qui ne voyait pas ce qu'il y avait de drôle là-dedans. Sabine conclut. « Bon, tout cela n'a aucune importance. Ça s'est passé il y a des siècles. Ce n'était qu'un prétexte pour Corneille, pour mettre en scène ce qu'on appelle justement un conflit cornélien, c'est-à-dire une situation où le héros est déchiré entre l'honneur et l'amour. » Elle prit son exemplaire du Cid. Il l'explique d'ailleurs lui-même de long en large. C'est le fameux monologue de Rodrigue à la fin du 1er acte. Est-ce affront
mon père est l'offensé, et l'offenseur le père de Chimène. Et un peu plus loin, il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Marie-Pierre ? Marie-Pierre avait levé le bras d'un geste impatient. Ça veut dire quoi, perdre une maîtresse ? Ils sont à l'école ? Mais non, petite gourde. Ça veut dire quelqu'un, une femme donc, que les héros aiment beaucoup. Elle est en quelque sorte la maîtresse de sa vie. Elle en dispose, elle occupe tous ses instants. Mehdi était allé se rasseoir. Absorbé par ses pensées, il n'écoutait plus ce que disait Sabine. Marie-Pierre ou Denis ? Il se débattait avec une interrogation autrement plus redoutable, qui était la suite logique de ce qui venait de se dire. Était-il un mort ? Si oui, craignait-on qu'il lui prît l'envie de surprendre la ville et piller la contrée ? Mehdi le mort. Allait-on le débusquer ? L'imposteur double, triple, voire quadruple, baissa la tête et ferma les yeux. Au cours des séances qui suivirent, ils passèrent à des choses plus amusantes, comme le voyage de M. Perrichon. On en joua quelques scènes. Cette fois, Sabine attribua le rôle principal à Mehdi. « Tu es notre Gérard Philippe. »« C'est lui le meilleur, » demanda Marie-Pierre estomaquée. « Il est tout petit. »« Eh oui, qui l'eût cru, » répondit Sabine gaiement. « La valeur n'attend pas le nombre des centimètres. » Le mort regardait ses pieds. Quand allait-on le démasquer ? Et que se passerait-il ce jour-là ? Des huées, la roue, la guillotine ? En attendant, il apprenait par cœur ses répliques, puis attendait son tour de passer sur l'estrade. Il fermait alors les yeux et disparaissait, laissant le démon se débrouiller. Quand il revenait à lui, tout était fini. Il récoltait les ovations dues à l'autre. « Bravo, Mehdi !» Il examinait avec attention ses chaussures. Elles étaient usées. Il n'avait que cette paire-là. Que se passerait-il si elle tombait en poussière ? La lingère ne lui en donnerait pas d'autre. Gérard Philippe pieds nus ? Mehdi s'était habitué, tant bien que mal, au comportement des pions, dont chacun semblait jouer un rôle bien défini. Les choses pourtant n'étaient jamais tout à fait claires. Il restait une part d'imprévisible ou de caprice dans leurs réactions, qui l'empêchait de relâcher complètement sa vigilance. Il y eut par exemple ce soir où, Morel étant de service, Mehdi était étendu sur le ventre, absorbé par la lecture d'une fable de La Fontaine. Monsieur Flamand lui avait offert un petit recueil dans la collection Classique Hachette pour le récompenser d'avoir obtenu une série de bonnes notes. Mehdi avait pris l'habitude de contempler le portrait de La Fontaine par Hyacinthe Rigaud, qui était reproduit dans les premières pages du petit livre, puis de l'ouvrir au hasard et de se plonger dans les oreilles du lièvre ou l'œil du maître. Il ne comprenait pas tout, mais la sonorité des syllabes et le rythme des phrases l'enchantaient. Et puis il y avait des notes, très nombreuses, qui le plongeaient dans un monde exotique où tout était flou, où les mots voulaient dire autre chose, tout à coup, ou même le contraire de ce qu'on croyait. Un cerf s'étant sauvé dans un édrable à bœufs. Et puis la note précisait à propos de se sauver qu'il signifiait s'étant mis en sûreté et non ayant fui.
Étrange. Mehdi fermait les yeux et pensait à s'étant sauvé. Il voyait une porte fracassée, des gens et des animaux courant éperdument. Et puis il rouvrait les yeux, relisait la note et s'efforçait de comprendre le sens nouveau, ou plutôt l'ancien, l'archaïque, car ce monsieur Lafontaine, avec ses cheveux ridiculement longs, ou était-ce une perruque, semblait venir du fond des âges. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.